We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. He had trouble sleeping at night, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. No drugs at all. I'm high on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Graines de violence. Le 10 janvier 2016, jour de la mort de David Bowie, le monde est officiellement entré dans le 21e siècle. Le caméléon de la pop a succombé à un cancer quelques jours après son 69e anniversaire. Et si comme moi, vous n'avez pas été réveillé ce matin-là par une série de textos larmoyants, vous avez pu constater son décès sur les unes des Inrock, de Libé, de Paris Match, de Voici, de Valeurs Actuelles, Hockey Podium et autres Picsou Magazine. Tous ces canards vous l'ont asséné. David Bowie dépassait la sphère rock'n'roll. David Bowie, c'était l'art total, le mec qui pouvait prévoir les modes, celui qui définissait les décennies en un déguisement symbolique. Bowie, tout le monde l'adore. Alors qu'à une époque, les plus élitistes se méfiaient de lui et de sa capacité à s'approprier les bonnes idées des autres. On s'inquiétait de son pouvoir hypnotique sur Lou Reed ou Iggy Pop, et certains considéraient même que tout ce bazar glam rock était bien vulgaire et que ce Bowie grimé en alien salace n'était qu'un grotesque recycleur, un vampire qui suce le talent des autres pour survivre. C'est-à-dire que Bowie connaissait son Warhol sur le bout des doigts, et l'aspect superficiel de son art n'était pas un accident. Le bonhomme semblait avoir tout prévu jusque dans les moindres détails. Il savait comment rallier les détracteurs à sa cause. Au début des 70s, l'excellent rock critique Nick Kent s'exaspérait des poses caricaturales de Ziggy Stardust. Il allait très vite revoir son jugement. Moi-même, j'aurais bien aimé pouvoir faire le malin en prétendant le Bowie surestimé, en relativisant son importance par un haussement d'épaule désabusé. Mais voilà, le fait est que The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars est le disque qui m'a connecté à la folie subversive des années 70 et qui a entraîné ma boulimie de culture rock. L'autre album qui a ouvert mes chakras est sans aucun doute Transformer de Lou Reed, la plus célèbre œuvre du poète new-yorkais, un succès public que l'on doit sans aucun doute à sa production maligne et séductrice en diable, et c'est encore David Bowie, ce bon vieux charmeur de serpent, qui se retrouve aux manettes. Bowie, le maniaque du contrôle. Bowie, qui a sous son emprise des rockstars plus âgés et expérimentés que lui. Bowie, qui semble avoir planifié sa carrière au millimètre, va pourtant percuter de plein fouet les limites de l'exercice dans la deuxième partie des années 70. Tous les déboires de la célébrité semblent alors s'abattre sur lui. Lorsque les sessions de son 10e album Station to Station démarrent, Bowie n'a pas une idée précise du résultat, son faible état psychologique ne lui permettant pas de rassembler toutes ses cellules grises pour imaginer un projet finalisé. La conception de Station to Station, David l'oubliera à peine sorti du studio. La coke s'est chargée de lui effacer la mémoire. Dans ces conditions douteuses, l'exploit est pourtant accompli. Station to Station laisse la critique abasourdie. C'est une œuvre épique et ambitieuse qui s'éloigne des canons pop, à commencer par la longueur des 6 titres qui garnissent le disque. En lâchant prise, David Bowie s'est découvert un nouveau pouvoir créatif qu'il a l'intention d'exploiter jusqu'au bout de ses possibilités. C'est ainsi que prendra forme l'une des plus importantes étapes de sa carrière, celle que l'on surnomme la trilogie berlinoise. Low, Heroes et Lodger, 3 opus fondamentaux conçus avec une antistar du rock de génie, le théoricien musical Brian Eno. Et c'est cette histoire que j'ai décidé de raconter aujourd'hui. Brian Eno apparaît à la face du monde en 1972 au sein d'un groupe glam qui casse la baraque en Angleterre, Roxy Music. Il s'agit d'une bande de petits malins, des étudiants en art qui cultivent une apparence excentrique plutôt proche des standards de l'extraterrestre Ziggy Stardust. Ils affectionnent les motifs panthères un peu vulgos, le noir autour des yeux et les paillettes de manière générale. Eno, lui, a opté pour le boa rose fluo et une permanente rongée par une calvitie précoce. Son audace vestimentaire lui vaut un succès auprès des femmes que lui envie le chanteur de Roxy Music, Brian Ferry. En effet, les sapes de Brian Eno semblent bien plus marquer l'esthétique du groupe que les attitudes de crooner sarcastique du leader.
En interview volontiers provocateur, Eno se dit d'autant plus ravi d'être considéré comme une icône de la mode qu'il n'a pas la moindre compétence musicale. Il n'est certes pas un instrumentiste comme les autres, mais son apport au son de Roxy Music est capital. Il utilise un synthétiseur VMS VCS3, sorte de petit studio portable riche en possibilités qui permet de tordre le son en direct et de générer des nappes synthétiques parfaites pour pervertir les compositions de Bryan Ferry. Eno est un créatif hors du commun qui semble vouloir bousculer les codes ultra rabâchés du rock'n'roll. Ses idées farfelues, son humour subtil et son élégante folie concentrent toute l'attention du public, ce qui attise la jalousie du chanteur. Ne se sentant plus en odeur de sainteté et commençant à s'ennuyer ferme au sein du groupe, Eno quitte Roxy Music après le deuxième album, en 1973. Livré à lui-même, il va profiter de sa carrière solo pour s'éloigner de la musique pop. Son premier réflexe sera expérimental. Avec Robert Fripp, il sort un album instrumental à haute teneur atmosphérique, No Pussyfooting. L'œuvre se compose d'envolées lyriques du sensationnel guitariste de King Crimson qui viennent se nouer avec la matière sonore obsédante concoctée par les machines de Brian Eno. On le découvre chanteur sur ses 2 premiers albums de pop que l'on peut difficilement qualifier de classiques. Ses harmonies et son accent un brin aristocratique rappellent les intonations de Syd Barrett, le leader de Pink Floyd, alors en totale perdition psychiatrique. Sur Here Come the Warm Jet, il joue le jeu radiophonique en respectant le schéma couplet-refrain, mais il refuse systématiquement l'hégémonie du son rock et s'amuse des attentes de l'auditeur, usant et abusant des bruitages synthétiques idiots sur The Popo Negro Blowtorch, détruisant le final de Dead Things Don't Talk avec des crissements électroniques particulièrement agressifs, sans parler de l'ambiance schizophrénique de Driving Me Backward. Eno se considère moins comme un musicien que comme le défenseur d'un concept artistique qui exclut le narcissisme de rockstar. Non musicien autoproclamé, mais compositeur unique en son genre, son travail le mène sur la piste de l'ambient. Ce genre musical instrumental, éthéré et contagieux qui est conçu pour se mêler avec le bruit du quotidien, qu'il s'agisse d'un vacarme urbain ou de la douce vibration de la pluie sur une toiture. C'est ce goût du risque et de l'anonymat qui convaincra David Bowie de faire appel à lui pour Low, premier volet de sa trilogie dite de Berlin. 2 ans avant leur collaboration, Brian Eno sortait Another Green World, délicieuse fusion entre une pop très anglaise et une atmosphère synthétique propice à la rêverie. Cet album, quelque peu oublié, se présente comme une étape apaisante précédant la conception de Low, œuvre plus inquiétante et mélancolique. St. Elmo's Fire, 3e morceau du 3e opus solo de Brian Eno, est un trésor euphorique à écouter pour conjurer les matinées grisâtres et déprimantes. Sur le solo spectaculaire qui intervient au milieu du morceau, c'est à nouveau la guitare virtuose de Robert Fripp que l'on entend. À l'époque, Fripp a délaissé King Crimson juste avant la sortie d'un dernier opus diabolique, le très justement nommé Red. Le groupe prog était pourtant à quelques pas d'un succès phénoménal, mais Fripp est un garçon entêté et exigeant, un brin rigide même, difficile de le faire changer d'avis. En fait, le futur guitariste de Heroes traverse une crise mystique coriace, c'est son intérêt pour les forces occultes et l'ésotérisme qui lui monte à la tête. Tourner avec un groupe de rock alors que l'apocalypse va tout emporter avec elle d'ici une vingtaine d'années, ça paraît dérisoire. Dans l'entourage de Fripp, on retrouve une journaliste qui se dit sorcière Wiccan, douée de pouvoirs guérisseurs, Wally Elmlark. Et c'est à elle qu'on fait appel lorsqu'un énergumène bien plus délirant que Robert Fripp se prétend possédé par les démons quelque part dans une résidence pavillonnaire de Los Angeles. David Bowie vit alors à Beverly Hills, chez le bassiste de Deep Purple, et il a complètement pété une durite. Il n'est pas sans savoir que quelques années plus tôt, le quartier avait été le théâtre d'un massacre perpétré par des hippies psychotiques, la famille Manson. Accablé par des problèmes personnels, en guerre avec son ancien ami Tony DeFries et sa future ex-femme Angela Bowie, David cherche le remède à ses problèmes en sniffant quotidiennement des montagnes de coke qui lui rongent tout bon sens. Après l'enregistrement de Station to Station dont il ne garde pas le moindre souvenir, Bowie a peur de son public. Cette gigantesque foule de chimères voraces venues lui voler sa semence pour faire naître l'antéchrist.
Quand il n'a pas le nez dans la poudre, il est fourré dans un bouquin, Psychic Self-Defense, avec lequel il espère trouver les bons tuyaux pour l'exorciser. Malheureusement, dessiner des pentagrammes partout sur les murs ne suffit pas à faire disparaître les effroyables visions qui assaillent la pauvre rockstar. C'est là qu'intervient Wally Elmlark, diplômé de l'école de Poudlard et accessoirement pote avec Fripp, Jimi Hendrix et Marc Bolan. Angela Bowie racontera avoir vu la piscine de la demeure bouillir au son des incantations divines de la guérisseuse. Après cet épisode un peu pompeux de la 4e dimension, David Bowie se dit qu'après tout, vivre dans la capitale mondiale de la cocaïne n'est probablement pas ce dont il a besoin pour calmer ses souffrances psychiques. Et c'est en partie cette crise mystique qui le décide à quitter le nouveau continent pour s'installer dans la vieille Europe. Il a besoin de renouveler son inspiration loin de cette Amérique clinquante où tout le monde attend son quart d'heure de gloire. David Bowie est déjà une star, il en a subi les conséquences. À la fin de l'année 76, il est en quête de calme et d'anonymat. Être un chanteur pop a failli lui coûter la raison. Désormais, il veut travailler sur des concepts novateurs qui laisseront leurs traces dans l'histoire. Brian Eno est l'homme de la situation. C'est un intellectuel qui méprise le vedettariat et qui a lui aussi tourné le dos au glam rock. Pendant l'été 1977, les deux hommes se retrouveront à Berlin pour l'enregistrement du mythique Heroes. Robert Fripp et sa Gibson ont suivi le mouvement et ses riffs tout en larsen aérien y seront pour beaucoup dans la réussite de l'album. Sur Blackout, il accompagne un David Bowie ulcéré, exorcisant une année de paranoïa et d'hallucinations morbides. La trilogie berlinoise est en fait un terme galvaudé, puisqu'une seule des 3 œuvres qui la composent a été entièrement enregistrée à Berlin. Pour autant, il n'est pas question de nier l'influence allemande sur le travail de David Bowie. Au contraire, le fantasme d'un Berlin baroque, visionnaire et festif lui monte carrément à la tête. C'est une conversation avec Christopher Isherwood qui semble allumer la mèche. En 1929, cet écrivain britannique a quitté l'Angleterre réactionnaire pour Berlin, là où il pouvait vivre son homosexualité au grand jour sans risquer les embrouilles. La République de Weimar, instaurée depuis la fin de la Première Guerre mondiale, fait preuve d'une tolérance envers la communauté gay unique dans le territoire occidental. Isherwood raconte à Bowie la prolifération des cabarets, les nuits enfumées dans les clubs underground, les travestis en bas nylon qui fument des cigares au comptoir. Bowie est convaincu que son avenir artistique se trouve à Berlin. Sauf que la capitale allemande, à la fin des années 70, n'a plus grand-chose à voir avec la République de Weimar, qui, il faut le rappeler, s'est éteinte avec l'avènement d'un nouveau chancelier allemand en 1933. Et malheureusement, Bowie a quelques lacunes en histoire, comme nous allons le constater. Au milieu de l'année 1976, c'est un David Bowie aux cloisons nasales cramées qui se répand dans les interviews. Il assure qu'Adolf Hitler était une grande rockstar et que d'ailleurs toutes les rockstars sont fascistes. Et c'est exactement ce dont l'Angleterre a besoin pour se relever de la chienlit économique, une bonne dictature d'extrême droite. D'ailleurs, David se voit bien en Premier ministre. Au comble de son délire, un jour, il adresse un salut nazi à ses fans londoniens qui trouvent la blague un peu lourde. Aujourd'hui, on aurait parlé de bad buzz et Bowie aurait dit adieu à sa carrière. La vérité, c'est que la coke lui faisait raconter les pires conneries avec un aplomb et une arrogance caractéristiques du consommateur chevronné. Il s'était passionné pour la quête du Graal qu'envisagea très sérieusement Heinrich Himmler, le chef des SS, et avait tout bonnement omis toutes les horreurs perpétrées par les nazis. Sa prise de conscience sera vitale et aboutira à son départ vers l'Europe, où il découvre enfin le vrai visage de Berlin. Une ville affaiblie, fâchée avec son passé et surtout déchirée par un mur qui cultive un terrible fossé social entre l'Est et l'Ouest. Mais comme on l'a déjà vu dans cette émission, les sociétés malades sont des terreaux fertiles pour l'inspiration. Une scène a germé en Allemagne, un mouvement connu à l'international sous le nom de Krautrock, traduction littérale de rock choucroute. Un terme ironique que revendique un certain nombre de groupes germanophones comme Can, New, Tangerine Dream ou les plus connus Kraftwerk.
Leur musique s'inspire des déflagrations sonores du Velvet Underground ou du psychédélisme ironique de Frank Zappa pour en exacerber la radicalité, tout en intégrant des éléments de world music et d'électronique. Héritier du contemporain Karlheinz Stockhausen, le krautrock est un courant expérimental que Bowie découvre avec gourmandise. En interview, il ne tarit pas d'éloges sur Kraftwerk et New qui lui serviront de muse pour sa trilogie avec Brian Eno. En 1975, Kraftwerk lui rendra la politesse, en hommage à Station to Station. Leur titre Trans-Europe Express témoigne du séjour berlinois de David Bowie en août 1976, lorsqu'il parcourait les rues du quartier de Schöneberg, en compagnie d'un Iggy Pop en quête de rédemption. Station to station, back to Düsseldorf City. Meet Iggy Pop and David Bowie. Trans-Europe Express. Avant de s'attaquer à l'enregistrement de Low, David Bowie avait repris contact avec l'une de ses idoles et amies, Iggy Pop, alors en voie de clochardisation. En 1972, les deux musiciens avaient collaboré sur le dernier album des Stooges, le violent et définitif Raw Power. Bowie s'était occupé du mixage et le résultat avait fortement déplu aux Stooges ainsi qu'à leur public. Pour beaucoup, Bowie n'était qu'une folle dingue, un buveur de thé, maniéré et beaucoup trop sophistiqué pour piger quoi que ce soit à la sauvagerie d'Iggy Pop, ce délinquant kamikaze qui avait grandi dans une caravane à Détroit. L'iguane lui-même s'était d'abord méfié du dandy anglais, une rockstar d'un autre style, un professionnel qui collectionne les succès. En 1974, Iggy Pop, lui, a enchaîné les bides et les projets avortés, sa carrière est au point mort et personne ne l'imagine renaître de ses cendres après la séparation des Stooges. Alors il se traîne dans les rues de Los Angeles, habillé en femme, bourré au dernier degré, se bagarrant à l'occasion. Au bout du rouleau, continuellement en manque, il évite presque toutes les nuits de dormir dans la rue, car même dans la dèche, Iggy garde un succès phénoménal auprès des groupies. Quand un jour il se réveille dans un caniveau, la gueule en sang et les dents en miettes, il a un réflexe de survie qui le pousse à contacter un institut psychiatrique. Iggy veut être enfermé et désintoxiqué pour de bon. Une fois interné, il croupira dans une solitude cruelle jusqu'à ce que Bowie lui rende visite. Et ce dernier n'a pas l'air de se porter beaucoup mieux. Sa peau d'une blancheur diaphane, sa maigreur alarmante et son sourire, toujours carnassier, le font véritablement ressembler au vampire que beaucoup de critiques rock voient en lui. Ce personnage inquiétant est pourtant là pour tendre la main à Iggy Pop, un artiste hors du commun qui mérite une carrière solo à sa mesure. Pour la conception du futur classique The Idiot, Bowie entraîne Iggy Pop au château d'Hérouville, dans le Val d'Oise. Dans ce vestige du XVIIIe siècle transformé en studio, l'équipe se met au travail. Bowie a ramené un groupe solide qu'il emploie depuis Station to Station, à savoir le batteur Dennis Davis, le bassiste George Murray et bien sûr le guitariste soul Carlos Alomar, un compère loyal et talentueux que Bowie ne lâchera plus jusqu'à l'album Reality de 2003. Alors que Bowie fait répéter au groupe plusieurs structures rythmiques de sa composition, Iggy Pop, inhabituellement studieux, est absorbé par l'écriture des paroles. Motivé par l'excellente ambiance de travail, il est de plus particulièrement inspiré par la tournure musicale que prennent les sessions. David Bowie concocte un son froid et industriel, loin du proto-punk des Stooges. En réaction, Iggy Pop écrit sur sa propre perdition. Ses errements nocturnes, à pourchasser les drogues et les filles, son combat contre l'ennui, sa vision d'un avenir gris et mécanique. Son groupe de rock n'est plus, ses fidèles frères Ashton l'ont abandonné. Il s'en désole sur le titre Dum Dum Boys, qui sonne comme la complainte d'un chaton sevré un peu trop tôt d'une mère nourricière héroïnomane. Enregistrés après The Idiot, les titres de Low reprendront les grandes idées de l'album d'Iggy Pop. Pourtant, Bowie s'arrange pour sortir Low avant The Idiot pour ne pas être une fois de plus accusé d'opportunisme par la presse grincheuse. The Idiot sort 2 mois après, à l'heure où la génération punk se sert des leçons d'Iggy pour casser la baraque. L'œuvre, austère et cérébrale, consterne les anciens fans. Pour Johnny Thunders, qui se confie à Nick Kent, Iggy Pop est fini, il est devenu la pute de Bowie. Évidemment, il faudra quelques années pour réhabiliter le premier album de l'Iguane, un précurseur New Wave auquel Joy Division doit beaucoup et qui jette les bases de la trilogie Bowie-Eno. Avec ses accents minimalistes et son tempo inquiétant,
The Idiot est une œuvre nihiliste pour faire danser dans les morgues, en aucun cas un compromis commercial. Dans les années 80, Bowie fera un carton en aseptisant considérablement l'un des morceaux phares de l'album, China Girl. Dans la version originale, Iggy Pop y exhibait une névrose émouvante, récit d'une aventure forcément éphémère avec une jeune femme asiatique, à l'époque compagne de Jacques Higelin. Just like a sacred cow, visions of swastikas in my head, and plans forever. Une fois The Idiot bouclé, Iggy est invité à rester au château d'Hérouville pour participer aux sessions de Lowe, sur lequel il enregistrera effectivement quelques chœurs. Sur place, l'ambiance se situe quelque part entre la franche camaraderie potache et le film d'épouvante. Bowie, toujours un peu coincé dans son trip paranormal, est persuadé que les lieux sont hantés par deux illustres anciens locataires du château, George Sand et Frédéric Chopin. Brian Eno, qui a pourtant la tête correctement vissée sur les épaules, racontera même une anecdote digne de La Maison du Diable de Robert Wise. Il jure qu'une nuit, une main inconnue a serré la sienne alors que personne ne se trouvait dans sa chambre. Le producteur Tony Visconti, lui, a accepté de dormir dans l'ancienne chambre de Chopin, les esprits de l'au-delà ne le dérangent pas. Dans ces conditions, l'édification du premier volet de la trilogie berlinoise peut commencer. Low est un album schizophrène et risqué, plus encore que Station to Station, un disque certes aventureux avec des titres trop longs et complexes pour en faire des singles, mais qui squattera tout de même le hit-parade américain. La démarche de Low est autrement plus radicale, l'objectif n'est pas commercial. Sur la face A, Bowie a rassemblé les titres chantés, donc potentiellement vendables. Ces morceaux, bien qu'accrocheurs et dansants, s'échappent du format radiophonique en accentuant la froideur synthétique du son. La batterie de Dennis Davis, traitée par l'éternel producteur Tony Visconti, est dénaturée à l'extrême. Eno, lui, habille les morceaux de nappes de clavier, de drones électroniques que l'on n'a encore jamais entendus dans la discographie de Bowie. La voix de ce dernier semble peu affectée par ce qu'elle chante, son interprétation est d'une sobriété inhabituelle. On est loin des minauderies de Ziggy Stardust ou des envolées lyriques de Wild is the Wind. Contrairement à celles de Station to Station, les chansons de Low sont courtes, voire expéditives dans le cas de Breaking Glass. Peu bavardes, elles se dissipent en fade-out en laissant l'étrange impression de n'avoir pas livré tous leurs secrets. La frustration de l'auditeur est voulue par le créateur. La face A de Low est un échantillon étourdissant d'expérimentation pop qui se donne des airs de plaisir immédiat. Si la première partie de Low peut s'avérer déroutante pour le public habituel de Bowie, la face B est là pour achever de le perdre. En effet, la deuxième moitié de Low se compose exclusivement d'instrumentaux mystérieux et émouvants, des paysages sonores qui évoquent une désolation post-apocalyptique proche de la science-fiction. Le morceau Weeping Wall fut composé par Bowie seul à la fin de l'enregistrement de l'album. À Berlin, il sort alors d'un concert de Steve Reich d'une représentation de son œuvre Music for 18 Musicians, une symphonie contemporaine qui marquera le mouvement minimaliste. Emballé par l'expérience, Bowie souhaite créer une pièce dans le même esprit en utilisant des instruments percussifs et mélodiques comme un xylophone ou un vibraphone mis à disposition par le studio Hansa. Situé dans le quartier de Kreuzberg, dans le secteur américain de Berlin-Ouest, le studio Hansa est une ancienne salle de bal pour les SS dont les fenêtres donnent directement sur un morceau du mur de Berlin, encadré par des militaires patibulaires qui lancent régulièrement des regards méfiants au bâtiment. Dans cette ambiance délétère, Bowie achève une œuvre expérimentale, majestueuse, mais profondément mélancolique qui s'imprègne du climat anxiogène de cette capitale défigurée. La phase B de Low sera la peinture muette du Berlin post-traumatique. C'est ici que Brian Eno convertit Bowie à des méthodes de travail peu orthodoxes. Car Eno est à l'origine d'un outil ludique destiné à dupliquer la créativité de l'artiste. Les stratégies obliques, c'est un jeu de cartes sur lesquelles sont notées des instructions qui permettent de débloquer des situations. Chacune des cartes comporte un message du genre « changez de gamme » ou « faites appel à un musicien amateur » ou encore « si votre erreur se reproduit, c'est que c'en était peut-être pas une ». Autrement dit, des propositions aléatoires que l'on tire au hasard,
des résultats impossibles à obtenir si on reste conformé à des connaissances musicales académiques. Eno croit en la pertinence des choix inconscients, Eno croit au hasard comme une force supérieure et spirituelle. Une recherche artistique dans laquelle Bowie trouve un confort et surtout un nouvel élan d'inspiration. Encore sous le coup du traumatisme métaphysique de l'année 1976, Bowie découvre avec Low qu'un artiste n'a pas le contrôle absolu de son œuvre et que derrière les accidents et les ratures peuvent se révéler des miracles. En se cachant derrière des incarnations excentriques et borderline, Bowie a gravé la mythologie rock dans l'inconscient collectif, mais l'aspect spectaculaire pouvait parfois éclipser la musique. Et surtout, Bowie jouait à un jeu dangereux avec ses personnages, confondant sa fiction avec la réalité. Avec la trilogie berlinoise, il laisse tomber le statut de rockstar pour celui de musicien. Juillet 1977. Alors qu'il est habitué à changer de visage et de style à chacun de ses disques, David Bowie souhaite cette fois-ci approfondir le travail effectué sur le précédent. Heroes sera une suite cohérente, en tout cas dans le même esprit que Low. Les critiques, d'abord déboussolés, ont fini par adorer Low. Mais au lieu de promouvoir le disque, Bowie préfère accompagner Iggy Pop sur sa tournée. On le retrouvera dans un coin de la scène, caché derrière un piano ou une batterie, ne désirant pas voler la vedette au bad boy de Détroit. Aux grandes dames de la presse, Bowie fuit les interviews et toute exposition médiatique un peu trop tapageuse. Au début de l'année 1977, à Berlin, on peut croiser Iggy et David mener une existence presque normale. Ils adoptent chacun un look ordinaire qui passe inaperçu. Iggy Pop a même opté pour des cheveux courts et des petites lunettes d'intello sur le nez. Peu de gens les remarquent, sauf quelques connaisseurs, comme Florian Schneider de Kraftwerk par exemple. Sur Heroes, Bowie consacre un instrumental en réponse au clin d'œil de Trans-Europe Express, le très aérien V2 Schneider. Alors que l'atmosphère dans le studio est plutôt détendue et propice à la recherche musicale, dehors, c'est tout le contraire. Tony Visconti racontera que par la fenêtre, il arrivait qu'on aperçoive les gardes russes armés de mitraillettes les observer avec des jumelles. Berlin est la capitale de la guerre froide, il suffit de mettre le nez dehors pour s'en rappeler. Cette atmosphère austère a un impact considérable sur Heroes. La célèbre chanson-titre, derrière son élan romanesque et romantique, cache une ironie voisine du désespoir. Il faut bien noter que le titre de la chanson comporte des guillemets, ce qui relativise forcément l'héroïsme en question. Le puissant riff atonal de Robert Fripp, sa brillante maîtrise du Larsen habille Heroes d'un brouillard enivrant, tandis que la prestation vocale de Bowie entre murmures affectés et cris d'écorchés vifs est l'une de ses plus émouvantes. Si Bowie a pu se prendre pour un héros pendant la période Ziggy, il a pris quelques leçons d'humilité depuis. À quelques pas du studio Hansa, le checkpoint Charlie est le point névralgique des tensions berlinoises, le théâtre des conflits internationaux, un spectacle amer qui rappelle que les héros des uns sont souvent les monstres des autres. On dit souvent que le mythique séjour berlinois de David Bowie s'est déroulé sans frasque et sans excès, ce que contredit Iggy Pop. Selon lui, les semaines se composaient en 3 parties. 2 jours pour s'exploser la tronche, 2 autres pour s'en remettre, et les 3 derniers jours, sobres, sont consacrés au travail. Force est de constater que les morceaux de Heroes sont bien plus fracassés que ceux de Low. Bowie et Eno se sont appliqués à détruire les structures classiques de plusieurs chansons. Pour les paroles, Bowie utilise la méthode du cut-up, célèbre pour avoir été utilisée par l'écrivain William Burroughs pour son effroyable festin nu. Bowie écrit des textes qu'il découpe en morceaux de phrases, puis les rassemble pour faire apparaître un sens nouveau, directement issu du subconscient. Les chansons Blackout et Joe the Lion vont bénéficier de ce traitement, ce qui renforce l'aspect chaotique déjà entretenu par un Brian Eno résolu à réduire les tics pop à néant. Une nouvelle fois, l'album se composera de 2 parties bien distinctes. La première réunit les chansons pop mutantes et la seconde ne comporte presque que des instrumentaux. Sense of Doubt, Moss Garden et New Cone ont été conçus pour se suivre. Bowie les considère comme une seule pièce de 12 minutes divisée en 3 parties.
Pour composer Sense of Doubt, Bowie et Eno se sont servis du fameux jeu de cartes Les stratégies obliques. Chacun a pioché une carte et l'a lue sans la révéler à l'autre. Pour Brian Eno, la carte indiquait « Essaie de rendre tout similaire ». Quant à la carte de Bowie, c'est exactement le contraire, accentue les contrastes. Du coup, Sense of Doubt est un dialogue musical anxiogène et fascinant. Moss Garden, au contraire, est un instrumental zen, proche de l'ambiance cher à Brian Eno et à l'évidence sous influence japonaise. Newcomb boucle le cycle de manière somptueuse, rappelant les plus grands moments de la phase B de Low, comme l'immense Warzawa ou la conclusion Subterranean. Le dernier titre, The Secret Life of Arabia, est un retour à une pop presque standard, en tout cas pour sa structure couplet-refrain. Le chant de Bowie y retrouve son excentricité, tandis que des accentuations orientales annoncent la conclusion de la trilogie berlinoise, Lodger. On considère généralement Lodger comme l'opus le plus faible de la trilogie Eno-Bowie. Il est vrai que ce dernier épisode est un tout petit peu moins mémorable. Ici, il n'y a plus de pistes instrumentales, ce qui peut dénoter une ambition moindre. Bowie et Eno arrivent au bout de leur fructueuse collaboration, la séparation est proche, et chacun se prépare à de nouveaux projets artistiques. Le dernier morceau de l'album, Red Money, reprend les mêmes arrangements que Sister Midnight, le premier morceau de The Idiot. Un peu tiède, Red Money est néanmoins un joli clin d'œil au premier album d'Iggy Pop, en quelque sorte le préquel de la trilogie berlinoise. Lodger reste un très bon disque, avec son lot de bizarreries affriolantes. Bowie a des pulsions de globetrotter. Début 1979, il est parti pour un long voyage au Kenya avec son fils. À son retour, il injecte des sonorités africaines ou arabes dans plusieurs chansons comme Yassassin ou African Flight Night. On pense naturellement aux Talking Heads, le groupe de David Byrne, qui fut d'abord affilié au mouvement punk new-yorkais à la fin des 70s avant de s'en détacher sensiblement. La musique des Talking Heads est un funk blanc, énergique, souvent dissonant et empruntant à la world music. Leur chef-d'œuvre, Fear of Music, fut justement produit par Brian Eno en 1979, quelques mois après Lodger, et on peut légitimement faire un lien entre les deux disques. Tous deux tentent une synthèse entre distorsion propre au rock'n'roll et rythme tribal, typiquement africain. Sur Lodger, la meilleure démonstration est le deuxième titre, une petite bombe exotique nommée African Flight Night, où la patte de Brian Eno est particulièrement perceptible. Dans la vaste discographie de David Bowie, on ne peut pas dire que les 3 albums berlinois soient parmi les plus vendeurs. Pas des échecs commerciaux non plus, mais sûrement pas ceux dont le grand public se souvient spontanément. Il leur préférera le Bowie extraterrestre de Starman et de Space Oddity, ou, le plus souvent d'ailleurs, le Bowie racoleur des années 80, pas exactement le meilleur si vous voulez mon avis. C'est d'une logique implacable si l'on considère que la théâtralité de Bowie est indissociable de son art. Avec la trilogie berlinoise, David Bowie a adopté le profil bas à la manière de Brian Eno. Pas de mise en scène, pas de costume, pas de comédie, seulement de la musique pour les oreilles et pour l'âme. Cette fois-ci, l'artiste s'est totalement évaporé derrière son œuvre. Ici, il n'y a plus d'esbrouf ou de plan marketing, plus de pop business, mais une proposition épurée d'une musique neuve et profonde, résultat de l'émulation de 2 cerveaux en ébullition. La trilogie berlinoise est la période que je préfère de David Bowie parce qu'elle me semble être la seule où il lâche prise et se laisse aller à composer à partir de rien. Tout ce que l'on peut entendre sur Low, Heroes et Lodger est l'aboutissement heureux d'un subconscient fertile mais contrarié, d'une matière sonore libre qui ne souffre d'aucune concession. En abandonnant temporairement ses poses rock'n'roll et sa séduction hystérique, Bowie offre un autoportrait à la fois spontané et travaillé, une œuvre intimiste qui donne l'impression d'entendre battre le cœur de l'artiste. Paradoxalement, c'est en essayant de se cacher que Bowie se montre le mieux. C'est en oubliant qu'il est une star qu'il livre sa musique la plus personnelle, mais aussi la plus originale et la plus gracieuse. Bowie s'est travesti de 1000 manières. Il a pensé des concepts spectaculaires, bourrés d'effets spéciaux et autres feux d'artifice pour graver son visage caméléon dans les mémoires. Mais en collaborant avec Brian Eno, il se présente en créateur absolu. Il sculpte le son à l'instinct en partant de rien.
Pour reprendre une expression de John Lennon, David Bowie est un artiste. Donnez-lui un putain de trombone et il en tirera quelque chose. La trilogie berlinoise est aussi à l'origine de la New Wave, terme assez vague qui désigne en général ces groupes des années 80 qui injectent à leur rock minimaliste des sonorités synthétiques. Des groupes comme The Cure, New Order ou Talk Talk pour citer les meilleurs. On pourrait aussi parler des cancres qui ont fait détester le clavier bon tant pis à toute une génération de mélomanes. Ceux-là ont envahi les radios au milieu des 80s, à l'époque où Bowie s'embourbait dans de la danse de bas étage qui ne valait pas beaucoup mieux que les cancres suspensionnés. Mais ça a toujours été ainsi. La musique de David Bowie est le baromètre de chaque période. Ses disques semblaient synthétiser l'environnement sonore et en offrir une relecture virtuose. La trilogie berlinoise, c'est ce moment crucial où Bowie ne s'est pas inspiré d'un courant, mais en a véritablement créé un. La première fois que j'ai entendu Subterranean sur Low, j'ai tout de suite pensé que Bowie et Eno devaient s'inspirer du film Blade Runner, tant leur univers semblait cohabiter. Sauf que Blade Runner est sorti près de 5 ans après l'album de Bowie. En fait, la trilogie berlinoise est née lorsque Bowie s'est essayé à composer la bande originale de The Man Who Fell to Earth, film de science-fiction dans lequel il interprétait un extraterrestre paumé sur Terre, un rôle sur mesure donc. Les maquettes furent refusées par le réalisateur, donc le chanteur décida de les garder pour lui. Après avoir passé des années grimé en alien, après avoir chanté sur les étoiles, l'espace et la vie sur Mars, il a composé la BO de sa propre existence. Quoi de plus banal pour un mec qui a transformé sa propre mort en œuvre d'art avec son dernier clip Lazarus. Subterranean, c'est un beau film SF avec des questionnements sur la vie et la mort, des instants d'angoisse face au vide intersidéral et une vue céleste sur les planètes de la galaxie Bowie. Et c'est avec ce dernier morceau, le dernier de l'album Low, que je clôt cette émission et que j'envoie toute mon admiration et ma reconnaissance à l'un des plus audacieux et des plus passionnants représentants du rock'n'roll. C'était Graines de violence, et je t'aime David Bowie, espèce de vieux roublard. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy which really is very minimal. Graines de violence.